Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage incarnant une période charnière, le commencement d'une ère nouvelle, mais également la fin d'une grande époque. Le long règne de Justinien Ier de 527 à 565 représente le dernier grand effort du vieil empire romain pour reconstruire un empire unitaire, tant par la reconquête que par la codification du droit et de la prétention de l'empereur à régenter directement l'Église. Vous voulez en connaître plus sur Justinien? Venez avec moi. Né en 482 à Tauresium, d'une famille assez modeste d'Illyriens romanisés, Justinien a la chance d'être le neveu d'un soldat parvenu au plus haut grade. Justin, qui l'adopte et qui, bien que sans culture lui-même, lui fit donner la meilleure éducation qu'on pouvait recevoir de son temps. À cette formation théorique par le droit, la rhétorique et la théologie, Justinien put joindre une large expérience des affaires acquise sous le règne de Justin, qui élu empereur en 518 le fait patrice et consul, et le laisse prendre une grande influence dans l'État. Il est rare dans l'histoire de Byzance qu'un empereur né loin de la pourpre ait été ainsi préparé à la revêtir. Une actrice, Théodora, fille d'un monteur d'ours de l'hippodrome, sous le charme, le futur empereur ne songe plus qu'à une seule chose, l'épouser. Néanmoins, il sait que la tâche ne sera pas facile. Une ancienne loi interdit aux hauts fonctionnaires d'épouser d'anciennes courtisanes. Justinien doit également faire face à l'opposition de son entourage. Sa mère, Vigilance, ainsi que sa tante, l'impératrice Euphémie, s'y opposent. Bien que les deux femmes soient elles-mêmes d'origine modeste, aucune ne veut voir Théodora devenir impératrice. Justinien avance donc progressivement ses pions. Il obtient d'abord de son oncle, l'empereur Justin Ier, que sera accordé à Théodora le rang de patricienne, puis fait abroger la loi le 19 novembre 524 avec l'interdiction pour les anciennes actrices de contracter un mariage. Dès lors, sans cette loi, Théodora peut devenir impératrice. Sa mère et l'ancienne impératrice étant mortes à quelques jours d'intervalle, Justinien fait pression sur son oncle pour obtenir son accord. Face à l'obstination de son neveu, le vieil empereur accepte. Dès lors, plus rien ne s'oppose à leur union. Ni le Sénat, ni l'armée, pas plus que l'Église ne s'opposent ouvertement à ce mariage, qui est célébré en 525. Dès sa prise de pouvoir en 527, l'empereur passionné de droit décide de mettre en chantier ce qui passe pour sa plus grande réalisation, le Code Justinien. Il confie ainsi à une équipe de juristes, dont les plus connus restent Tribonien et Théophile, le soin de rassembler les lois romaines en même temps que de les réviser afin de les adapter aux réalités du VIe siècle. Ce gigantesque travail est promulgué en 529, puis une nouvelle fois en 534. Il est complété en 533 par une synthèse de la jurisprudence romaine, le digeste. Les lois postérieures à 533 seront quant à elles réunies dans les Novella, une partie rédigée dans la langue parlée à Constantinople, le grec. L'impact et la pérennité du corpus justinien seront immenses à partir du XIIe siècle. Il sera découvert par les juristes occidentaux et deviendra le fondement du droit dit romain. En homme pragmatique, Justinien s'emploie à contrôler l'enseignement de son nouveau code, qui ne peut se faire que dans 3 villes, Beyrouth, Constantinople et Athènes. À l'intention des étudiants, il fait rédiger un manuel d'initiation, les instituts. Bien qu'il réside en terre grecque, Justinien est passionnément romain. Il est même obsédé par cette romanité qui ne cesse de s'étioler depuis les premiers coups des barbares au 5e siècle. S'il pense avoir redonné avec le code son armure juridique à l'Empire, il veut aussi restaurer celui-ci dans sa plus grande extension. Pour cela, il lui faut reconquérir les terres romaines d'Occident, désormais sous le contrôle des envahisseurs germaniques. Avant de se lancer dans cette vaste entreprise, Justinien doit faire face à des dangers imminents. C'est d'abord de l'Orient que vient le péril. En 529, les Perses sassanides sont aux portes d'Antioche. Ce n'est qu'au prix de lourds tributs que Justinien obtient la paix avec Khosrou Ier en 532. Mais les difficultés viennent aussi de l'intérieur, et lorsqu'en 532, malaise social et lutte religieuse se rejoignent à Constantinople, la sédition populaire de Nika manque de faire chanceler le trône impérial. Il faut toute la détermination de sa femme, Théodora, pour que Justinien consente à envoyer son général Bélisaire écraser dans le sang les insurgés à l'hippodrome, où tombent entre 30 000 et 80 000 personnes. L'empereur a enfin les mains libres pour concrétiser son rêve.
Les causes de cette révolte sont multiples et en partie incertaines. Elle est sûrement provoquée par l'aristocratie de la capitale, globalement hostile à l'empereur, issu d'un milieu modeste, autant que sa femme, l'impératrice Théodora, qui vient du milieu du spectacle, particulièrement méprisé à l'époque. En outre, la politique fiscale de l'empereur, particulièrement lourde, contribue à la grogne croissante et jugée responsable de la sédition par Procope de Césarée, Jean le Lydien ou Zacharie le Rhéteur. Toutefois, les mesures incriminées par ces chroniqueurs semblent parfois postérieures à la révolte. Enfin, le rôle des factions est incontournable. Ceux-ci sont des éléments centraux de la vie urbaine des débuts de l'Empire byzantin. Ils désignent les équipes concourant lors des courses de chars, les événements sportifs les plus populaires de l'époque. Au nombre de 4, les bleus, les rouges, les blancs et les verts. Ils ont chacun un attelage, mais 2 couleurs dominent, les bleus et les verts. En outre, ces factions sont aussi le reflet des rivalités socio-économiques entre les différentes catégories des populations urbaines. En ce sens, les oppositions qui prennent souvent des tournures violentes n'est pas uniquement sportives, ils sont parfois à l'origine d'émeutes à Constantinople ou ailleurs. Plus encore, les empereurs prennent souvent le parti de soutenir l'un ou l'autre de ces équipes. Dans le cas de Justinien, il semble que ce sont les bleus qui sont privilégiés, alors que les excès des verts sont souvent réprimés. C'est dans ce contexte que l'empereur Justinien profite de la faiblesse du royaume vandale et prenant comme prétexte la déposition illégale du fils de Genséric, il décide d'intervenir pour ramener l'Afrique dans le giron impérial romain. En 533, il envoie une armée commandée par le général Bélisaire. Après son débarquement, il défait l'armée vandale à 15 km au sud-ouest de Carthage. Bélisaire, sans grande difficulté, entre dans la capitale et rétablit le pouvoir de l'Empire romain d'Orient sur la province. Justinien tente d'effacer toute trace de la conquête vandale. Les biens des Vandales passent aux Byzantins, l'église arienne disparaît. On crée un diocèse indépendant avec à sa tête un préfet du prétoire, flanqué d'une foule de conseillers et de fonctionnaires. Chacune des 7 provinces de l'Afrique byzantine est confiée à un gouverneur. Il s'agit de l'administration lourde, exigeante et impopulaire, qui fait regretter le régime vandale aux Africains. Pour garantir l'intégrité et la sécurité de ces provinces reconquises, on fortifie les zones vulnérables et les routes. Des forteresses sont érigées dans les régions les plus exposées aux attaques. Souvent, pour construire ces forteresses, on n'hésite pas à prélever les matériaux dans les édifices de la Rome classique. Théâtres, temples, amphithéâtres, gymnases, etc. Certains blocs de remploi portent encore les inscriptions impériales, ont été découvertes sur des blocs réutilisés dans les murs d'enceinte. À la tête de l'administration, on trouve le Magister Militium Africae, avec sous ses ordres un Magister Petium et 4 commandis régionaux de frontières, Tripolitaine, Byzancène, Numidie et Mauritanie, sous le commandement d'un Dux. L'administration byzantine réussit ainsi, grâce à un réseau compact de fortifications, à repousser les attaques des tribus berbères du désert et à étendre leur domination vers l'intérieur. Les îles voisines, la Corse, la Sardaigne et les Baléares sont également reprises. Fort de ce fulgurant succès, Bélisaire peut se tourner vers le berceau de l'Empire romain, l'Italie. En 535, 2 armées attaquent la péninsule, alors sous la domination des Ostrogoths. Bélisaire entre dans Rome le 10 décembre 536. La résistance est cependant autrement plus vive qu'à Carthage. Et Justinien, que l'on dit jaloux des succès grandissants de son général, limoge Bélisaire, ce qui permet au roi ostrogoth Totila de reprendre Rome en 546. Refusant d'abandonner le symbole italien, Justinien envoie un autre général, Narcisse. Celui-ci parvient à rétablir la situation au prix d'une coûteuse et difficile guerre de 10 ans. En 555, le dernier ostrogoth capitule et l'Italie vient s'ajouter au littoral méditerranéen de la péninsule ibérique, repris au roi des Visigoths. En 540, l'entreprise de Justinien est remise en question par l'offensive du roi des Perses, Khosrô, contre la Syrie, l'Arménie et l'Ibérie en violation de la paix signée en 532. Faute de moyens militaires suffisants, Justinien est contraint de renouveler périodiquement le tribut et n'obtient qu'une paix ferme en 562. C'est ainsi que Justinien, au prix de plus de 20 ans de campagne, a replacé l'ensemble du monde méditerranéen, à l'exception de la Gaule, sous l'autorité impériale. Pour retrouver le souffle de la grandeur impériale romaine, Justinien se lance dès son avènement dans une grande politique de construction.
Des villes nouvelles sortent de terre, des ponts, des routes et des bains publics s'édifient. Mais ce sont aussi les monuments de la chrétienté qu'entend bâtir Justinien, au nom de l'autorité spirituelle qu'exerce l'empereur depuis le temps de Constantin. Si on lui doit la basilique Sainte-Vitale de Ravenne, sa plus grande œuvre reste Sainte-Sophie, l'immense basilique à coupole édifiée entre 532 et 537 à Constantinople, portant à son apogée l'architecture et l'art de l'époque. Justinien, qu'on surnomme le Grand, entre un peu plus dans la légende en étant divinisé à la manière des empereurs romains comme Auguste ou Trajan. Lorsqu'en 565, Justinien meurt, le travail qu'il accomplit est immense. L'unité du monde romain est rétablie. L'Asie mineure connaît un véritable apogée. Le soulagement avec lequel la population accueille la mort de son souverain n'a cependant pas l'apparence d'un paradoxe. Soumis à une très forte fiscalité destinée au financement de la reconquête, encadrée par un pouvoir municipal en crise, elle est aussi violemment frappée physiquement et moralement par l'apparition de la peste en 514-542 dit justinienne. De plus, la reconstitution de l'Empire romain était artificielle, et l'héritage de Justinien ne peut être conservé par les générations suivantes. Pour avoir négligé la protection des Balkans et malgré le coûteux effort pour contenir la pression barbare, octroi de titres honorifiques mais aussi lourds tributs, Justinien ne laisse qu'un fragile apogée. 150 ans après sa mort, les Lombards se sont installés en Italie, les Visigoths ont rétabli leur souveraineté sur l'Espagne, la Syrie et l'Égypte sont envahies par les Perses. La restauration de l'Empire romain n'est plus qu'un rêve, et l'Empire byzantin se retrouve dangereusement réduit par les successeurs de Justinien, qui ne surent pas assurer leur domination militaire et politique. Pensant rétablir l'Empire romain universel, Justinien, dernier empereur romain, a en fait présidé à la véritable naissance de l'Empire byzantin de langue grecque et limité à l'Orient. Comme on l'a vu, l'effort demandé par Justinien réussit momentanément. Mais il est démesuré par les forces matérielles de l'Empire romain d'Orient, et pour ses structures administratives aussi, l'œuvre de Justinien n'est pas durable. Outre les mouvements culturels, le règne de Justinien a surtout démontré l'impossibilité de reconstruire l'Empire romain dans son ensemble. Cependant, pour voir Byzance atteindre un tel degré de puissance, il faut attendre le règne d'Héraclius Ier, entre 610 et 641, au prix de profondes transformations politiques et sociales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tous les jours à partir de 6h45, tout sur l'histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.